Hello, je voulais faire une petite vidéo pour revenir sur vraiment des outils basiques de Maya qui permettent de faire quelques formes. Donc ça peut vous servir si vous êtes par exemple étudiant et que vous commencez à faire du modeling. Ça peut vous aider à avoir un rappel de ce qu'on voit en cours. Et donc en fait je vais très rapidement représenter quelques outils de base et faire quelques objets avec vous ici sur la vidéo tout en commentant ce que je fais. Ça vous permettra de revenir un petit peu dans ce qu'on peut voir en cours. Donc déjà, bon, hyper rapide, mais l'interface de Maya avec les menus en haut, les petites shelves ici, les différents modes de Maya, animation, modeling, rendering, etc. À gauche, les petits outils de transformation qui sont raccourcis normalement sur W, E et R. Donc ici on a voilà, le transform pour bouger les objets, la petite rotation et le scale, donc l'outil échelle. Sur la droite, on a le Modeling Toolkit qui par défaut peut être fermé mais qu'on peut venir ouvrir ainsi en cliquant sur Modeling Toolkit. Vous allez retrouver aussi la Channel Box et l'Attribute Editor. On va au centre de l'écran retrouver notre viewport où on va passer la plupart de notre temps et avec du coup les manipulations de base, Alt clic gauche pour se déplacer, Alt middle mouse button pour voilà, faire un petit panneau et Alt right click pour faire un petit dolly caméra en avant ou en arrière. Si dans le viewport on maintient le clic droit enfoncé, on obtient le marking menu qui nous permet de changer de mode entre le mode objet, le mode face qui permet de prendre les faces, le mode edges qui permet de prendre les edges et le mode point, voilà, vertex, et que vous pouvez retrouver dans le Modeling Toolkit avec les vertex, les edges et les faces ici, donc c'est la même chose. Et on est bon, donc voilà, dans Maya on peut sélectionner n'importe quel component, donc un component c'est un élément qui compose un objet, donc une face, un point ou une edge, ce qui nous permet du coup de créer des petites formes. Donc nous, on va revenir sur le premier outil qu'on a vu ensemble, à savoir l'extrude. Donc quand je clique ici sur une face, par exemple, je peux faire une extrude, ce qui a pour effet de m'ouvrir ce petit menu qui s'appelle le menu de la polyextrude. Et du coup, dans polyextrude, je vais pouvoir cliquer gauche sur un des paramètres, par exemple, vous voyez thickness ici. Et si je fais CTRL middle mouse button, hop, je peux venir pousser la thickness en l'occurrence parce que c'est le paramètre sur lequel je suis actif. Si je vais par exemple sur offset, donc je clique gauche sur offset, on change le mode et là, à la même manière, je mets ma souris dans le vide du viewport, CTRL middle mouse button, je peux modifier l'offset. Quand j'ai terminé, je fais juste un clic gauche n'importe où dans le vide et ça termine. Ou alors, je lance une autre opération. À savoir qu'une extrude crée systématiquement une phase. Donc par exemple, si je fais extrude ici et que je ne fais aucune modification, vous voyez, je peux avoir l'impression que je n'ai pas fait l'extrude. Par contre, si je viens que je clique et que je déplace la phase, vous voyez, l'extrude a été faite. Donc il faut faire attention parce que ça peut créer des manifold faces. Donc c'est des faces qui sont les unes sur les autres et ça c'est très dangereux. Sur le comportement aussi qu'on connaît de certains outils comme l'outil échelle par exemple, vous voyez, si je prends deux faces qui sont opposées et que j'utilise une échelle sur elles, ça a pour effet de les rapprocher ou de les écarter de manière équidistante. Donc ça c'est pratique par exemple si vous voulez pousser par exemple un bord sans avoir à faire de la sorte, ce qui peut être très approximatif en termes de taille. Là au moins si je veux écarter les deux faces de manière homothétique, hop, je push avec le scale et ça écarte. Donc ça, c'est des tout petits outils basiques. Maintenant, on va refaire des tout petits objets qu'on a vus en cours, à savoir un petit pied de lampe, éventuellement un abat-jour ou un trou dans une fenêtre, ou voilà, ce genre de choses. Donc ça va être très très rapide. Comme ça, on va pouvoir revenir sur la petite utilisation de certains outils, notamment que je n'ai pas remontré, mais le quad draw qui sert à insérer des loops. Donc insérer des loops, ce qui nous crée des nouveaux polygones qu'on peut ensuite modifier. Donc ça c'est top. Et on a la même chose sur le multicut. Vous voyez, quand je fais un middle mouse button click
ça insère forcément la loupe au centre. Ça peut être très utile si vous voulez faire des choses qui sont bien carrées. Donc ça, c'est des super outils. Hop, on ferme. Je vais faire un petit pied de lampe. Donc on a les primitifs de base, le cube, hop, qui est tout petit ici, le cylindre, le cône. Il y en a plusieurs, le cône on l'utilise assez rarement finalement. Moi les trois que j'utilise le plus, c'est la sphère, le cylindre et le cube, ici. Donc pour faire un petit pied de lampe, on va par exemple utiliser une sphère. Cette sphère, on va la couper en deux, donc on a vu qu'on pouvait supprimer des faces. Donc quand je passe en mode face, je peux venir ici faire une sélection multiple avec un rectangle de sélection, hop, et je peux supprimer la face. Ensuite, ce nouvel objet qui est une demi-sphère, du coup, je peux venir avec l'outil échelle. Donc l'outil échelle, je rappelle, c'est R, ou alors à gauche ici, je viens cliquer, mais hop, je vais pouvoir la réduire. Et ensuite, je vais pouvoir par exemple sélectionner le pourtour de ma demi-sphère. Donc alors, je pourrais les cliquer une par une, mais c'est très très long. Donc en fait, dans Maya, il y a un raccourci qui permet de faire ce qu'on appelle un ring. Un ring, c'est vraiment un anneau, donc on prend l'ensemble du tour de l'edge loop. Et hop, clic gauche, Shift, je maintiens Shift enfoncé, là je fais double clic gauche. Et là, vous voyez, il m'a pris tout le pourtour. Donc ça, je peux l'extrude. Je rappelle le raccourci de l'extrude. Alors on pourrait la cliquer là, mais le raccourci c'est CTRL-E, ça ouvre ce petit menu. Je vais mettre un petit peu de thickness. Et là, vous voyez, en fait, ma thickness, elle pousse, mais pas de manière droite. Alors ça, c'est dû au fait des normales. Donc les normales, on a vu ça un petit peu ensemble, mais c'est l'orientation d'une face. Vers quel sens? Vous voyez, par exemple, si je prends ce pourtour-là et que je le pousse, vous voyez, lui, il va plutôt vers le haut. Donc, comment on va régler ce problème? Eh bien, pour régler ce problème, on va par exemple juste sélectionner notre pourtour avec la même méthode, donc gauche, Shift, double-clic gauche, et là je peux baisser pour amener... Ou alors je pourrais par exemple choisir de juste prendre le bord en faisant en mode edge, en mode segment, double-clic, ça prend tout le pourtour, et je peux rebaisser ça par exemple, ou au contraire l'écarter pour le ramener plus proche d'une sorte d'angle droit. Alors, petite chose, dans Maya, plus vos objets sont petits, plus c'est difficile des fois de régler les valeurs de ces outils. Donc, faut pas hésiter des fois à travailler sur des objets qui sont plus gros. Vous voyez, si je fais une extrude là-dessus, hop, j'ai plus de contrôle que si je fais une extrude à un moment où mon objet est tout petit en fait. Parce que du coup, les valeurs augmentent plus vite si l'objet est plus petit. Bon, en tout cas, c'est pas qu'elles augmentent plus vite, mais c'est qu'elles sont plus significatives par rapport aux tailles. Ensuite, on avait vu ensemble un outil qui est super pratique, qui est la conversion de sélection. Donc en gros, quand j'ai un point des faces au centre de la sorte, sur Maya, je peux les sélectionner en les cliquant, mais c'est très long. Je peux juste faire un petit rectangle de sélection qui va avoir pour effet de me sélectionner les faces. Mais des fois, par exemple, là j'ai une demi-sphère, mais j'aurais pu avoir d'autres edges en dessous, ce qui m'aurait un petit peu énervé, parce que du coup j'aurais sélectionné des faces sans le vouloir en faisant un rectangle. Le rectangle, lui, il sélectionne tout. Hein. Si vous faites ça, vous voyez, ça sélectionne toutes les faces. Donc, même si c'est des faces qui sont derrière. Des backface faces, on appelle ça. Mais on avait vu ensemble, ici, la conversion de sélection. Donc je vais prendre par exemple le point central en mode point, et je vais dire à Maya, récupère-moi toutes les faces qui sont connectées à ce point. Et donc là, je vais juste faire un contrôle et clic gauche dans le Modeling Toolkit sur le mode face. Et là, hop, on a converti notre sélection de points en sélection de face. Donc cette sélection de face, ça va me permettre, là je vais essayer de sortir cette forme. Voilà. Et en haut, je vais voir avec vous un outil qui s'appelle l'offset, qui est sur l'extrude, pour venir créer, regardez, donc là je fais extrude, offset, ce petit genre de forme, donc on peut appeler ça un offset ou un inset dans certains logiciels de 3D, un inset, parce qu'en fait on pousse un peu les inner faces, en fait on pousse les faces intérieures, et ça va bien créer par exemple ce genre de petit ring interne à ma géométrie que j'avais pas avant. Vous voyez ce ring, je peux maintenant le sélectionner, éventuellement push vers le haut, push comme ça, et ça j'aurais pas pu le faire si, vous voyez là je suis un peu bloqué, quand je veux insérer un edge loop je peux pas parce que c'est une topologie en triangle. Et donc, pour insérer des edge loops, Maya il a besoin d'une topologie qui est plutôt rectangulaire. Voilà. Ici, là, vous voyez, là il y a des quads, donc c'est des faces à 4 côtés. Et là, je peux bien insérer des edge loops. Par contre, ici, je peux pas. Donc, le seul moyen, c'est de venir sélectionner les faces centrales
et de faire un inset ou un offset sur Maya. Hop, je peux venir par exemple revenir faire ce petit genre de forme. Donc c'est le genre de forme que je vous invite à essayer de modéliser. On a vu ensemble ensuite un outil qui s'appelait le bevel. Donc c'est par exemple sur une géométrie, je vais prendre le petit pourtour ici, ou un angle, regardez pour bien voir ce que fait. En fait le bevel ça fait une sorte de biseau, vous voyez. Si je le clique, bevel c'est à côté de l'extrude, hop là, ça me met cette sorte de biseau. Donc on peut s'en servir pour un peu améliorer les angles, parce que là la lumière en fait va réagir un peu différemment et du coup je vais avoir un feeling qui est plus sympa sur mon bord. Si vous voyez, si je fais des bevels sur mes bords, ici, j'ai un feeling hard surface qui est plus sympathique. Mais je vais aussi m'en servir dans une autre mesure, c'est par exemple ici, dans le cas où je vais avoir une transition, là vous voyez c'est un angle droit, mais admettons que je veux quelque chose de smooth comme ça, ben, je vais pouvoir me servir du bevel. Donc en gros je vais faire mon bevel, donc je vais avoir une fraction ici, parce qu'en gros on a fractionné l'angle l'angle droit en de nouvelles faces. Et donc ici, vous voyez, je peux choisir l'amplitude avec le petit outil fraction. Et si je vais sur segment, je vais pouvoir dire que cette amplitude, elle se fait en plusieurs étapes. Et donc si elle se fait en plusieurs étapes, bah, elle va être beaucoup plus smooth. Donc ça sert par exemple dans le cas où vous faites un pied de lampe. Mais imaginons, je sais pas, vous faites un sol. Et dans ce sol, vous allez avoir, par exemple ici, au lieu d'avoir une forme carrée, vous voulez avoir ce genre de forme. Hop. Ben là, je le fais grâce au bevel. Donc je peux le faire sur un autre angle aussi. Ici, bevel. Ça, c'est super pratique. Alors attention cependant, parce que faire ce genre de choses, ça peut casser la topologie. Vous voyez, le flux de maillage, là, il est plus respecté, donc je ne peux plus insérer d'edge loop. Pour continuer d'insérer des edge loops, je vais devoir un peu corriger ma topologie. Alors ça, c'est déjà un peu plus avancé, mais ça devient assez vite nécessaire en 3D. Vous voyez, en fait, corriger ma topologie, ça veut dire rediriger les flux d'edge pour que je puisse récupérer un modèle qui est travaillable. Parce que là, je peux plus insérer d'edge loop, donc je peux plus insérer de code draw, donc c'est vite compliqué. Donc là, je vais prendre par exemple l'outil, ça me permet de voir l'outil multicut. Donc le multicut, lui, il permet d'ajouter des lignes. Regardez, donc là, je fais clic gauche sur ce point, clic gauche sur ce point, clic gauche sur cette edge. Vous voyez, ici, j'ai créé une edge loop que je peux sélectionner maintenant. Alors vous voyez, mon edge loop là, elle est pas très droite. Ça va me permettre de montrer un autre outil qui est l'outil de... alors, le multicut, quand vous rentrez dedans ou que vous en sortez, vous voyez, là, je suis bien dedans, il est highlight en bleu. Clic gauche. Alors là, ça n'a pas marché, il faut que je fasse attention. Hop. Ça permet vraiment de créer des faces. Quand j'ai fini, alors là, il veut pas... Voilà, là, c'est bon. Des fois, il faut un peu changer d'angle de caméra ou cliquer ailleurs. Quand j'ai fini, je reclique pour sortir. Parce que si je reste, le problème, c'est que je vais créer des cuts partout. Et du coup, je vais créer plein de points sans le vouloir. Là, vous allez me dire, oui, c'est super parce que j'ai mon edge loop, mais par contre, c'est pas du tout droit. Bon, par contre, on peut voir que ça a rectifié le flux de maillage. Je peux maintenant, de nouveau, insérer des edge loops. Donc là, ça va me permettre de vous montrer ce qu'on appelle le snapping. Donc en gros, dans Maya, on peut dire qu'un point, il va s'accrocher quand on va le déplacer sur une autre coordonnée de point. Donc pour ça, je vais juste, par exemple, prendre mon point ici, et je vais maintenant enfoncer la touche V. Et V, en fait, en déplaçant, vous voyez, et en orientant ma souris vers un point qui existe déjà, comme ce point, par exemple, là-bas, V, je prends un seul axe. Par contre, ne récupérez pas plusieurs axes en même temps, juste un seul axe. Ici, donc je clique sur la flèche, et je ramène ma souris vers un point. Vous voyez, si je vais sur le point là-bas, il s'aligne avec celui-là. Ça, c'est hyper pratique, parce que ça permet vraiment de faire des constructions qui sont propres. Hop, voilà, super. Donc là, j'ai un edge loop qui est droit maintenant. Et je vais faire la même chose ici. Vous voyez, je vais prendre mon point. Hop, ok, il est bien aligné. Hop, ouais, c'est bon, il est bien aligné aussi. Et donc là, je peux continuer à travailler sur ma forme. Donc revenir sur une topo propre, refaire par exemple des offsets, refaire, creuser. On a vu un autre outil qui était super pratique aussi. Par exemple, quand vous avez, imaginons, j'ai mes panneaux là, au lieu de les inset, donc de les pousser vers l'intérieur de manière uniforme sur les trois, en même temps que je veux que chaque face, en fait, se pousse sur elle-même et pas pousser l'ensemble. Ça va toujours être sur l'extrude, ça va toujours être l'offset, vous voyez. Donc là, elles se poussent ensemble, vous voyez, les trois, elles sont accrochées. Mais en fait, je peux choisir de désactiver le Keep Face Together. Et là, vous voyez, maintenant, chaque face se pousse sur elle-même. Donc ça, c'est super pratique dans Maya et ça permet de faire
des modifications, enfin voilà, de créer des nouvelles formes. Par exemple, cette forme-là, donc qui a été faite super rapidement. Si je veux améliorer le feeling qu'elle a en termes de hard surface, il faut que je prenne un peu de temps et éventuellement que j'aille choper des bevels. Comme ça, hop, vous voyez, j'ai un meilleur feeling sur les borders ici. Donc il faut le faire naturellement sur toute la géométrie, mais en tuto, ça me prenait peut-être un peu de temps. Ensuite, on va continuer et on va voir un autre principe de base qui est le principe, par exemple, de lissage. Donc, si je reviens sur ma forme ici, vous voyez, avec Maya, grâce au pavé numérique, je peux venir faire ce qu'on appelle des proxy smooth. Donc en fait, regardez là, j'appuie sur la touche 1, mon objet n'est pas lissé, il est de base. Si j'appuie sur la touche 3 de mon pavé numérique, ça va le lisser. Vous voyez, il est bombé maintenant. Maya, il applique une sorte de lissage qu'on appelle le lissage proxy. Donc ce lissage proxy, là, on pourrait dire qu'il fonctionne, mais en fait, regardez, il crée des petites anomalies. J'ai une forme qui est très très molle. Et si je l'utilise par exemple sur un cube, eh ben, je vais lisser. Je me retrouve avec cette sphère ici, qui n'est pas vraiment ce que je voudrais. Donc par exemple, pourquoi? Parce qu'en fait, Maya fait la moyenne, il fait un average entre ce point et ce point, par exemple. Mais aussi entre ce point et ce point. Ce qui fait que, en fait, il les lisse de la sorte. La moyenne, c'est ça. Si par contre, je viens avec un quadro ajouter des lignes, maintenant la moyenne va se faire entre... Alors, il faut que je mette un point aussi ici. Maintenant, on va faire une moyenne entre ce point et ce point. Ce qui va créer ici une petite courbe, mais plus une grande courbe comme j'avais avant. Regardez, maintenant, j'ai un angle droit ici. Alors, c'est pas un vrai angle droit parce qu'il est légèrement courbe, mais en fait, ça s'appelle des angles des quadros de renfort ou de sécurisation, de protection. On protège en fait la charpe, on protège l'angle. Le fait qu'il soit anguleux et non pas rond. Donc par exemple sur ma forme comme ça, si je veux garder par exemple ici un angle droit sur mon lissage, eh ben je vais pouvoir. Le lissage ça va être utile parce que vous voyez la forme qui est un petit peu, on voit en fait ici les différentes faces qui composent le tour de la sphère et c'est pas très gracieux alors que quand je lisse, on a vraiment l'impression d'avoir une forme qui est plus arrondie. Donc voilà à quoi va servir le lissage. Mais du coup là, admettons que je veux conserver mon angle droit, je vais passer en mode quadro et je vais insérer des edges ici. Hop, j'insère quelques edges. Et là, vous voyez, maintenant que j'ai inséré ces edges, si je lisse, je vais me retrouver ici avec l'angle droit qui est préservé. Donc ça, c'est très important quand vous voulez utiliser le lissage avec votre pavé numérique. 1, 2, 3, là, les touches du pavé numérique. Il faut penser à ça, il faut penser à protéger vos angles droits, sinon vous allez avoir des modélisations qui sont toutes molles et donc qui sont pas très intéressantes à regarder. Hop, voilà. Donc là, j'ai la même problématique sur le sommet de ma forme. Il va falloir que j'ajoute des edge loops. Donc je vais ajouter des edge loops. Hop là. Pour avoir quelque chose de plus sympathique. Donc ça, c'est vraiment important. Essayez de jouer avec. Vraiment, je vous conseille, vous prenez un objet, vous faites par exemple, vous prenez un cylindre, c'est super pour comprendre comment ça fonctionne. Vous faites votre cylindre. Donc je vais le scale un petit peu pour augmenter sa taille. Vous faites votre cylindre. Et sur votre cylindre, vous venez créer des quadros. Hop, vous extrudez par exemple vers l'intérieur. Vous vous retrouvez avec ce genre de forme. Et là, il faut lisser. Et vous avez ça qui est vraiment tout mou. Et donc, vous essayez de deviner où est-ce qu'il faut poser les edges. Vous le faites à chaque fois. Donc là, la solution du problème. Si vous les mettez en pause et essayez de le faire, et moi, je vais résoudre le problème dans 3, 4, 5 secondes. Voilà, c'est parti. Donc quadro, il fallait que j'insère sur tous les angles. Félicitations, vous avez réussi. Je m'amuse comme je peux. Du coup, j'insère mes edge loops. Il faut faire la même chose pour cet extrude ici.
Et là, on est pas mal. Alors, il y a aussi les bords. Si on les fait pas, bah, on va retrouver des formes molles. Et là, j'ai cette forme. Donc, c'est super. J'ai encore un petit problème sur le sommet ici. Alors, ça peut parfois être ce qui est recherché, hein, un dégradé progressif vers le cap. Alors, le cap, c'est la partie supérieure du cylindre. Mais si je veux vraiment un angle droit, il va falloir que j'insère ici. Vous vous souvenez, je ne peux pas insérer là-dedans parce que ce n'est pas une topo en quad. Donc, il faut que je fasse une sélection du point, une petite conversion de sélection et un petit offset vers l'intérieur pour protéger mon ongle ici. Et là, j'ai un cylindre parfaitement lissé et qui est une belle forme hard surface. Donc, je vais faire encore quelques petits tests, donc notamment créer une fenêtre ronde dans un mur, parce que bah, par exemple, quand vous allez faire des murs, par exemple, je fais un mur ici, je modélise un mur, hop. Je veux retrouver une forme, par exemple je veux creuser une forme pour faire une fenêtre, donc je vais insérer des edge loops, ici, prendre mes faces, les supprimer. Vous voyez, j'ai inséré des faces et je les ai supprimées. Donc j'ai créé un trou, sauf que vous avez cette surface là qui est ouverte. Et donc bah, pour la fermer, on va utiliser un outil super qu'on a vu en cours qui s'appelle le bridge. Donc le bridge, en fait, ça va être cette petite forme ici, donc je prends deux edges par exemple, et je bridge. Bridge, ça fait un pont entre les faces, et donc ça le comble. Si je prends les deux ouvertures, donc là, double-clic, vous voyez, ça prend l'entièreté, en fait, tout le tour du trou. Et donc, de la cavité. Et du coup, hop, là, si je fais bridge, vous voyez, Maya, il est assez intelligent, il trouve tout seul comment fermer le trou. Donc après, là, je peux venir, hop, je peux venir. Alors par contre, vous voyez, ça fait pas tout le temps lui, il comprend pas forcément ici qu'il y a un edge loop. Donc il faut là que je sélectionne à la main mes edges. Et je peux mettre un petit bevel, comme on sait faire, pour bah, voilà, créer une forme. Alors là, ça un peu... ça donne des fois plus de cachet. Donc admettons là maintenant que je veuille faire un trou, cette fois-ci, qui est cylindrique ou bah, du coup qui n'est pas juste carré, pas juste droit. Je vais revenir sur une topo beaucoup plus simple. Donc je pourrais essayer d'utiliser les outils que j'ai à ma disposition, à savoir ben, voilà, le quadro. Je pourrais me dire, ok, cette forme, si je veux en faire un circulaire, qu'est-ce qui est le plus proche de quelque chose qui va être arrondi? C'est un cylindre à 8 côtés. Donc là, j'ai une forme carrée, enfin square, cubique. Et si j'insère des edge loops, vous voyez, ici, ici et ici, et que ces edge loops, ben, je les remets droits, donc là, je vais prendre tous les points, vous voyez, verticaux par exemple, et si je fais un outil échelle et que je les ramène par exemple sur l'axe Z, ils vont attraper la même coordonnée sur Z. Donc s'ils attrapent la même coordonnée, ils vont être alignés. C'est aussi simple que ça. Et là, je prends l'autre, donc les edge loops horizontaux, et je les mets à la même altitude. Donc voilà, donc je l'avais quasiment mis parfaitement. Après, il faut que j'essaie d'avoir quelque chose. Alors là, j'ai été un petit peu brouillon. Je vais essayer d'avoir quelque chose qui est droit. Alors, si je voulais aller plus vite, si je voulais être un peu malin, je faisais juste quadro et je faisais des clics middle mouse. Et là, en fait, ça insère directement au centre. Donc là, j'ai pas à remettre droit après. Au moins, ça me permet de vous remontrer comment remettre droit des edge loops. Donc là, si j'ai cette forme-là, par exemple, et que cette forme, eh bien, j'arrive, par exemple, et que je pousse, vous voyez la forme, en fait, là, j'ai déjà la topologie nécessaire pour dessiner un cylindre. Donc là, j'ai un cylindre. Bon, il n'est pas parfaitement arrondi parce que je suis pas parti d'un carré. Mais j'aurais pu, alors, une autre méthode pour aboutir à ce genre de forme. Après, vous voyez, une fois que j'ai cette topologie-là, je peux déplacer la fenêtre, en fait. Je peux la mettre à différents endroits. Ça va peut-être demander, alors c'est conseillé, par exemple, quand vous faites ce genre de choses, après, de réorganiser un petit peu votre topologie pour essayer d'avoir des flux qui sont le moins tordus possible. Ça nous servira notamment si on fait des UV ou d'autres opérations qui vont être facilitées si la topologie est propre. Vous voyez là, c'est quand même plus agréable à regarder, c'est un peu plus propre si je remets les choses plutôt droites. Une autre méthode, ça va être par exemple de partir, je vais mettre un petit peu mes formes ici sur le côté, et je vais partir par exemple d'un cylindre ici, donc je vais l'agrandir un petit peu, hop là, je l'agrandis. Et ce cylindre, alors on a vu ensemble qu'on pouvait, chaque primitive en fait dans Maya, quand on la crée, elle a des attributs. Alors
On a aussi vu le naming, vous voyez, ça me permet, parce que là on voit directement le nom des objets, donc je vais pouvoir vous montrer comment les renommer. Dans l'outliner, qui s'il n'est pas ouvert est sur ce petit onglet ici à gauche, vous pouvez double-cliquer un nom pour renommer, par exemple, base mur. Je vais l'appeler comme ça. Hop. Vous pouvez double-cliquer et renommer ce que vous voulez, c'est très important. Donc là, par exemple, cette forme-là, c'est un cylindre, mais ça peut être assez complexe à modifier parce qu'il a 20 côtés. Et moi, un cylindre à 20 côtés, je considère que c'est une forme complexe, donc je vais toujours essayer de manipuler les formes les plus simples possibles. Donc je vais aller sur, par exemple, là, vous voyez, ce cylindre, il a plusieurs nodes sur lui. Alors des nodes, sans rentrer trop dans le détail, chaque forme qui va exister dans Maya, elle est en fait un ensemble de nodes, ici. Un ensemble de nodes. Vous voyez, polycylinder, base mirror shape, initial. Alors, sans rentrer dans tout ce sont ces choses, en fait, ces nodes, je les retrouve quand je suis dans l'attribute editor sur mon objet. En fait, vous voyez, Maya, il me rappelle par quel node passe ma géométrie. Et ici, je vais aller chercher le polycylinder 2. Alors, il s'appelle polycylinder 2, précisément 2, parce que c'était le deuxième que je créais, mais sinon, alors si j'en fais un nouveau, vous voyez, lui, il va s'appeler polycylinder 3. Voilà. Donc sur le 2, vous voyez, j'ai des propriétés ici. Subdivision axis, subdivision height, subdivision cap. Donc si je viens et que je rentre par exemple une valeur comme 8, et maintenant je me retrouve avec un cylindre à 8 côtés. Donc c'est une forme plus facile à modifier. Et cette forme, je vais la prendre, je vais pousser les côtés. Donc si vous voyez pas la forme que je vais essayer de créer, regardez jusqu'au bout et après essayez de reproduire. Donc là je pousse, je pousse, je pousse. Et je vais venir en fait, donc là j'ai un cylindre, vraiment j'ai un cercle parfait. Chose que j'avais pas sur mon ancien mur ici. Et là, vous voyez, je prends mes angles et je vais venir, hop là, remettre droit tout ça avec l'outil de snapping. Donc ça, c'est vraiment très pratique. J'ai une forme maintenant, vous voyez, j'ai un cercle au milieu, donc j'ai une forme circulaire au milieu d'un square. Et donc là, je vais pouvoir supprimer mes faces au centre et maintenant bridge, donc prendre les deux pourtours, faire un bridge. Et là, j'ai créé ma forme, si je le remets sur le côté là. Alors pour avoir des snaps, donc des rotations qui sont parfaites comme ça, je maintiens la touche J enfoncée. Je peux aussi paramétrer ça si je fais un double clic sur la rotation et que j'active le step snap. Regardez, step snap. Donc là, ma rotation se fait toujours de 15 degrés en 15 degrés. Si je mets 90 ici, c'est de 90 degrés en 90 degrés. D'accord? On va essayer de rarement être sur du 90 parce que le problème c'est que c'est pas très précis. Enfin, c'est pas très précis. Ça limite un peu les possibilités quand même. Alors après, si on veut juste remettre des objets droits, ça fait le taf, c'est sûr. Quand j'ai cette forme-là, je peux parfaitement maintenant repartir de ces bouts ici pour essayer d'extruder le reste de mes murs. Hein. Si j'étais en train de faire un mur, par exemple. Vous voyez, j'ai une forme ici qui est praticable en fait, qui est facile à manipuler. Pourtant, qui intègre une forme complexe. Admettons maintenant que je veux lisser ça, parce que vous voyez c'est bien, mais c'est quand même pas circulaire. Donc si je lisse, ça va forcément faire cette forme un peu étrange. Donc il va falloir insérer des edge loops, ce qui peut être assez compliqué sur ce genre de forme, parce que vous voyez, j'ai pas une topo forcément. Regardez, si j'essaie d'insérer mes edges de force ici, je vais avoir quelque chose qui peut paraître un peu compliqué à manipuler. Parce que là, si je reste là-dessus, regardez... Alors sans penser aux bords, hein. Les bords eux ils sont faciles à corriger, vous avez juste à insérer de la sorte, hein. Ça va corriger vos bords. Hop là, sur le côté aussi, sur l'arête. Voilà, bon, j'ai fait quelque chose de rapide, mais qui sera peut-être pas bon partout, genre là cet onglet là n'est pas sécurisé, mais j'ai ça. Et là vous voyez très vite, en fait en ayant inséré des edges, j'ai fait une erreur. Ici j'ai pas quelque chose qui est circulaire parfaitement. Donc moi généralement ce que je préconise, c'est si c'est un mur qui reste droit, plutôt que de le lisser, utiliser des bevels. Donc par exemple là, si vous voulez aller sur du bevel pour cette forme là, hop, pour le tour, on sait jamais. Vous faites ça, vous partez sur un bevel. Voilà, ça fait une petite encoche qui est propre, qui affecte pas le reste. Mais l'autre méthode, c'est par exemple si on veut que cette zone là soit circulaire, en fait je vais garder ça en sorte de gabarit de base et je vais venir tricher. Alors c'est souvent utilisé en 3D. Je vais venir tricher un petit peu. Je répète que c'est un cours à vocation des débutants, donc naturellement, en avancée, on verra d'autres méthodes pour corriger ça.
Mais déjà, on va voir quelque chose qui est pas mal du tout pour essayer de corriger ce genre de problème. En fait, moi, ce que je vais faire là pour le pourtour de ma fenêtre, c'est de toute manière, une fenêtre, dans le monde réel, ça a toujours un encadrement. Genre, il y a jamais, ça arrive jamais que la fenêtre soit juste dans le vide comme ça, un trou dans le mur sans aucun encadrement, sans rien. Donc, en fait, moi, je vais tricher en utilisant l'encadrement pour en fait lisser juste l'encadrement. Et vous allez voir, ça va dissimuler le low poly dessous. Donc là, déjà, l'étape 1, c'est de placer mon cylindre et de bien l'aligner. Alors, si je viens ici activer le wireframe unshielded, je vais pouvoir voir une forme, je vais pouvoir voir le maillage. Et donc, ce maillage, là, je vais juste prendre mon cylindre et l'aligner ici en hauteur sur les deux axes ici pour qu'il soit bien au centre de ma forme. Ici, vous voyez, mon cylindre, il est pile poil au centre. Donc, j'ai utilisé le V, ici V, et hop, je le cale là-haut, hop, je le cale ici, sur la ligne horizontale. Donc, je me sers en fait de ma construction pour mettre ma forme au centre. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que cette forme-là, je vais refaire comme tout à l'heure. Donc, je peux même la réduire maintenant. Je peux la mettre à la bonne taille. Je peux extrude le pourtour. Extrude un petit peu, ce qui va me donner un anneau, en fait. Je supprime le centre. Je referme ma forme. Alors cette forme là que je viens de créer, alors là vous voyez, hop c'est super, on dirait que j'ai fait un baril un peu de revolver. Mais alors là, Maya, des fois ça arrive quand il y a trop de polygones qu'il n'arrive pas à fermer correctement, donc il faut fermer un premier edge, reprendre le tour, ici lui dire qu'il ne faut pas bridge, vous voyez ces formes là, il ne faut pas les bridge, ça ne marchera pas. Et là vous voyez j'ai tout le tour, et je lui dis bridge, et en l'aidant un peu, il a réussi à faire le bridge correctement. Si je veux par exemple une forme à l'intérieur qui est plus large, je prends le pourtour, donc clic gauche, shift, clic gauche, et hop, là je peux prendre l'intérieur. Vous voyez là, j'ai déjà commencé à dissimuler un petit peu les meubles, quoi. Cette forme, elle existe déjà dans Maya, c'est une primitive complexe, elle est dans Create, Polygone primitive, et c'est Pipe. En fait, dans Maya, il y a plein de primitives de base qui sont déjà un petit peu complexes. Donc la Pipe, vous voyez, c'est déjà un cylindre troué. Je vais la mettre sur le côté. Mais je vais trouver aussi, par exemple, le gear, l'engrenage. Regardez. Hop. Et c'est sur ce genre de forme que c'est très intéressant d'aller dans l'attribute editor, essayer de chercher ces paramètres là, parce que là il y a vraiment beaucoup de choses à toucher en fait. Souvent des inner radius, vous voyez, la hauteur. Il y a vraiment beaucoup de choses à toucher. Là, le nombre de subdivisions en hauteur, l'espacement des gears. Vous voyez, là ça c'est une primitive qui est hyper intéressante à manipuler, qui permet de faire des formes ultra sympathiques. Donc ça, je vous incite à un peu explorer et aller voir. Hop là, puis on les verra nous en cours quand même plus rapidement, plus profondément pardon. Donc là, maintenant il faut que je lise cette forme, parce que cette forme de bouée elle est pas ouf. Alors si je fais un hublot, pourquoi pas, mais moi je vais quand même essayer d'avoir un hard surface qui est propre. Donc mon hard surface propre, je vais venir, on connaît, je vais insérer des edge loops. Alors admettons là, vous voyez, j'ai ma forme qui est placée dans le mur, elle peut être compliquée à manipuler. Donc si je fais sur Maya, j'ai une forme sélectionnée que je fais CTRL pavé num 1, ça va dissimuler le tout. Et donc là, je vais pouvoir ici aller dans Quadro et continuer d'insérer. Donc ça va être super pratique. Je vais pouvoir cleaner ma forme ici, revenir sur le 3, et là j'ai une forme propre. Vous voyez, c'est bien lisse et j'ai totalement sauvé les meubles. Donc c'est pas mal. Je pourrais aussi me servir maintenant de cette forme pour dans mon ancien mur, là, si je veux un peu rectifier la taille. Vous voyez, je vais essayer de le placer là. Alors en mode palissé sera peut-être plus simple. Et je peux voir ici, ok, là le trou part trop loin, je vais le ramener un petit peu. Hop, là aussi je vais le ramener un petit peu. Je vais ramener, vous voyez, j'essaie de rectifier un petit peu ma forme qui n'était pas parfaite. Et hop, après on continue, de toute façon on peut remettre droit. Vous voyez là j'ai deux méthodes différentes pour faire la même chose. Après vous choisissez vous ce que vous préférez en fait comme forme. C'est vraiment à vous de voir. Je vais terminer la petite session avec comment donner par exemple de l'épaisseur à certains objets. Donc admettons qu'on fasse un abat-jour de lampe. Donc je vais prendre une demi-sphère ici. Donc je vais prendre une vraie sphère, je vais la couper pour obtenir une demi-sphère. Hop, donc j'ai ma demi-sphère. Alors il reste un petit peu des survivants là qu'on va supprimer. Voilà. Je vais récupérer par exemple le top et je vais aussi le supprimer. Je vais faire un petit abat-jour de lampe. Donc hop, voilà, j'arrive. Donc
on va voir qu'on peut extrude un edge. Donc là, vous voyez, j'ai une forme ouverte. Si je prends le pourtour et que je fais extrude, et que par exemple, alors là, par exemple, vous voyez, si j'ajoute de la thickness, ça va partir vraiment dans un sens bizarre, parce que le truc, c'est qu'il va pousser dans le sens de la normale de chaque edge, qui n'est absolument pas droit par rapport au monde. Donc je pourrais choisir, moi, par exemple, de cliquer sur cette petite languette-là, qui va passer en fait mon extrude en mode world. Et là, vous voyez, alors, hop, en fait, ça va passer mon... Enfin, je pourrais, si je le souhaite, faire une transformation locale. Donc dans Maya, je peux venir cliquer ici sur le petit panneau extrude, et je peux venir ajouter des axes en fait sur lesquels pousser. Alors c'est peut-être un peu compliqué. Moi je vais juste simplement hit la touche, donc repasser en mode déplacement, ou avec la touche W par exemple. Et là en fait comme j'ai créé des nouveaux edges, donc de nouvelles faces, si je les monte vers le haut, hop, je les monte, bah, je crée cette forme droite que vous n'auriez pas pu avoir si je recommence, j'utilisais juste la thickness. Vous voyez là, elle part dans un sens un peu curieux. Donc là, j'ai créé déjà une petite base. Si je veux par exemple faire des petites fentes ici dans ma lampe, je vais pouvoir par exemple faire 2 petits quadros, venir pour rendre le pourtour, faire une extrude, faire un offset. Alors l'offset là, vous vous souvenez, il faut que je le fasse en keep face together off. Pourquoi? Parce que comme ça, je fais vraiment un offset sur chaque face sur elle-même et pas sur l'ensemble. Et là, ces faces, je peux les supprimer. Et là, alors certaines personnes vont me dire oui, donc du coup l'objet est ouvert, c'est un drame. Et oui, ça l'est. Mais grâce à une petite technique, on va pouvoir donner une membrane, donc donner un épaisseur. Alors on va pas passer par le bridge, on va juste faire, en fait on va prendre notre objet et on va faire une extrude sur l'objet tout entier. En fait ça va avoir pour effet de pousser chaque face un petit peu. Et comme je pousse chaque face, vous voyez, et en fait j'ai créé un épaisseur sur mon abat-jour de lampe ici. Donc là, je me retrouve avec cette forme un petit peu percée. C'est pour ça que de temps en temps, c'est intéressant de ne pas forcément travailler de travailler vraiment avec juste des surfaces. Il y a beaucoup de modeleurs, par exemple, qui partent des fois juste de plans pour modifier. D'une forme planaire, comme ça. Alors, je vais retirer un petit peu le nombre de subdivisions qu'il y a sur mon plan. Et on part de forme planaire, on extrude l'edge. Ici, hop, on fait une forme. Voilà, par exemple, là, je vais faire une forme un petit peu au hasard, je ne sais pas exactement où je vais. Par exemple, je vais mettre un trou ici au centre. Hop là, je vais mettre un trou au centre. Oui, il ne faut pas hésiter, vous pouvez supprimer. Alors, quand vous supprimez des edges, vous voyez par exemple là, je vais supprimer un edge. Si vous faites juste supr, ça va laisser les points au milieu en fait. Et ça, c'est pas bon du tout pour la topologie de l'objet. Par contre, quand j'ai mon edge, si je fais CTRL supr, CTRL backspace, tac, et là ça supprime vraiment même les points intermédiaires en fait de ma forme. Donc admettons que j'ai ce genre de choses. Et ben là, si je veux donner un épaisseur à cette pièce, je vais continuer, hop, je vais faire comme ça, je vais faire un trou ici aussi. Je prends juste l'ensemble et je fais CTRL E, ça extrude. Et hop là, j'ai donné un petit épaisseur. Alors là, ça peut être intéressant par exemple sur CTRL E, donc sur l'extrude, d'utiliser vraiment la thickness pour que ça pousse plutôt droit, parce que vous voyez la première forme que j'ai faite, elle n'était pas exactement droite. Là, comme il pousse chaque normale, je me retrouve avec cette forme qui est vraiment droite. Et qui aurait pu être plus longue à modéliser en partant d'un cube, parce que du coup, sur un cube, j'aurais une étape supplémentaire qui est celle de, une fois que j'ai percé ma surface, de faire les bridges. Donc voilà, ça nous fait déjà pas mal de petits outils. On peut en voir éventuellement un tout dernier. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui veulent un peu pinailler. Enfin, pas pinailler, pardon, mais voilà, aller un tout petit peu plus loin. Ça va pas concerner le modeling, ça va plus être dans l'hypershade. Donc ici, dans Maya, je vais pouvoir trouver l'éditeur de matériaux. Donc l'éditeur de matériaux me permet de créer des matières. Donc voilà, vous voyez, par défaut, si je clique sur n'importe quelle surface et que je vais dans son attribut editor et que je clique un petit peu ici sur la droite, en fait tout le monde a le Lambert 1. Tous mes objets ont Lambert 1. Et du coup, vous voyez, si je change la couleur de Lambert 1, ça change la couleur de tout le monde. Parce qu'en fait, en gros, on a ce matériau, le Lambert, qui est appliqué à tous les objets. Et donc en fait dans l'hypershade, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici dans cette petite interface, venir cliquer là, par exemple, vous voyez, en fait à gauche, je trouve d'autres matériaux. Et donc là, par exemple, si je clique gauche sur Lambert, ça va créer un nouveau Lambert. Et donc ce nouveau Lambert, je vais pouvoir lui donner une couleur. Donc par exemple, je vais cliquer ici sur son canal couleur.
Voilà, je vais le mettre blanc, je vais le renommer, je vais l'appeler White Material. Et maintenant, si je veux l'assigner sur Materia, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais White Material. Si je viens ici et que je fais clic droit, Assign Existing Material, White Material, je vais me retrouver avec ce petit matériau blanc. Et du coup, lui, naturellement, maintenant, si je change la couleur du lambert, vous voyez, comme il a un autre matériau qui est affecté, il n'est plus changé. C'est aussi simple que ça. En dernière mesure, ce que je vais faire, c'est par exemple, si quelqu'un veut un matériau qui est transparent, vous voyez, quand je clique ici, sur l'onglet Material, je peux venir chercher la transparence. Donc alors ça s'actualise pas tout de suite immédiatement, des fois il faut faire réouvrir l'hypershade, petit bug de Maya, alors là il veut pas me le mettre, merci Maya, je vais réessayer sur un autre lambert, je vais ici mettre ma forme, partir sur le lambert et venir ici mettre de la transparence, alors là ça a l'air de fonctionner, lambert 3, hop, là j'ai cette forme transparente. Donc c'est à peu près tout, on a fait le tour des quelques outils qu'on a commencé à voir. Et j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à passer plusieurs fois sur certaines parties. Ça c'est vraiment des fondamentaux et il faut vraiment qu'ils soient acquis. C'est toutes les techniques qu'on vient de voir là, elles vont vraiment vous servir à modéliser beaucoup de formes, à faire du low poly, à faire du high poly, à faire des surfaces hard avec vraiment des... Voilà, je repars sur cette pièce, mais des bevels, voilà, donc des formes sympathiques. Il faut absolument que vous maîtrisiez ce genre de process. Merci et à la prochaine.